Jeunes gens de la terminale, bonjour. Donc la dernière fois, si ma mémoire est bonne, nous étions toujours dans le chapitre intitulé La reproduction, voilà. Maintenant, cette reproduction, nous l'avons scindée en différents chapitres afin que vous puissiez mieux l'appréhender. Et toujours dans cette dynamique, toujours dans ce truchement, nous sommes maintenant dans les mécanismes de régulation de la fonction endocrine et exocrine, bien sûr, donc au niveau de l'homme, mais également au niveau de la femme. Maintenant, la question d'emblée que j'aimerais bien poser, est-ce que vous l'avez déjà commencé en classe? Oui, on l'a commencé, oui. La reproduction, oui. Non, 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 on n'a pas commencé. Maintenant, ce dont on va faire, c'est d'emblée de faire un bref récapitulatif sur la leçon afin que, pour ceux qui l'ont fait, si vous avez bien évidemment des questions, de les poser. Maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas fait également, de bien suivre afin que si vous allez le faire, que vous puissiez mieux le préhender. C'est bon. D'accord. D'accord, très bien. Maintenant, jeunes gens de la terminale. Donc là, je mets d'emblée résumé. Voilà. Donc, je prends la couleur rouge. Donc, je mets résumé de la leçon. Mais on va d'emblée faire le résumé, un bref résumé. Et enfin, nous allons maintenant corriger les exercices. Voilà. Maintenant, jeunes gens, nous avions dit en réalité que quand on parle de reproduction, bien évidemment, il y avait ce qu'on appelle donc la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Maintenant, nous, en terminale S2, nous nous intéressons à la reproduction sexuée. D'accord? Et bien évidemment, quand je l'ai vu, je vous avais dit que quand on parle de reproduction sexuée, cela fait intervenir deux individus. Vous avez d'emblée ce qu'on appelle donc le mâle et également la femelle. Le mâle mettait en place à travers donc ses gonades, donc donner ce qu'on appelle les spermatozoïdes. Maintenant, la femelle également donner ce qu'on appelle donc l'ovocyte 2, bien évidemment appelé donc ovule après. Donc là, j'avais fait la distinction quand nous avions fait l'ovogenèse. C'est bon. Et donc, on va se rendre compte d'une genre de la terminale ici. Donc là, je mets d'abord donc femelle, mâle d'abord et ensuite femelle. Maintenant, nous allons nous rendre compte ici que pour la régulation, nous allons d'emblée parler de la régulation chez le mâle, d'accord? C'est-à-dire donc la régulation des hormones, mais également donc la régulation qui existe chez la femme, en deux termes chez la femelle. C'est bon. Et pour cela, je mets d'abord grand 1, activité sexuelle mâle. Donc, activité sexuelle mâle. Voilà. Jeunes gens de la terminale. Nous avions réparti donc les différents organes, en deux termes les différents éléments qui composent l'appareil reproducteur du mâle en quatre éléments. Si vous vous souvenez bien, nous avions parlé des gonades, d'accord? Mais à part cela également, nous avions parlé de quoi? Glande annexe. Très bien, nous avions parlé également donc des glandes annexes. Mais à part cela également, nous avions parlé de quoi? Des conduits génitaux. Très bien, donc des conduits génitaux ou bien voies génitales, très bien. Donc conduits génitaux. Et enfin, nous avions parlé également Des organes. des organes copulateurs. C'est bon. Nous avions distingué, jeunes gens de la terminale, que quand on parle des gonades, chez le mâle, c'est ce qu'on appelle les testicules. Chez la femelle, jeunes gens, nous allons nous rendre compte qu'il s'agit bien évidemment des ovaires. C'est bon que là. Et maintenant, nous allons nous rendre compte en réalité que ces gonades jouent un rôle prépondérant, déterminant dans cette fonction de reproduction. Maintenant, en réalité, quand on prend maintenant le mâle, on va se rendre compte en réalité que nous allons surtout nous baser sur les gonades. Et quand on parle des gonades, bien évidemment, je veux bien parler des testicules. Donc, testicules. C'est bon. Les testicules avaient combien de fonctions au total? Deux fonctions. Très bien. Quelles sont ces deux fonctions? La fonction exocrine et la fonction endocrine. Très bien. Une fonction exocrine et une fonction endocrine. C'est formidable. Très, très bien. Maintenant, en quoi consiste la fonction exocrine, jeunes gens de la terminale? En quoi consiste la fonction exocrine? Si une glande sécrète des substances hors du sang, Très bien. En deux termes, nous allons nous rendre compte que la fonction exocrine essentielle, cruciale, primordiale du testicule est tout simplement la spermatogenèse. En deux termes, quand on parle de spermatogenèse, cela fait allusion à quoi? la création des spermatozoïdes. Très bien. À la création, à la synthèse, à la fabrication donc des spermatozoïdes. Donc là, j'ai mes fonctions exocrines, d'accord, qui est essentiellement donc la spermatogenèse. Et quand on parle de spermatogenèse, bien évidemment, jeunes gens de la terminale, on fait allusion à la synthèse des spermatozoïdes. C'est bon. Et jeunes gens, la dernière fois, si ma mémoire est bonne, nous avions parlé, nous l'avons expliqué. Nous avions expliqué comment en réalité donc ces spermatogenèse se déroulait, s'effectuer, s'opérer. Et pour cela, nous avions distingué combien de phases de la spermatogenèse? Quatre phases. Très bien. Quelles sont ces quatre phases? La phase de multiplication, la Très phase bien. La phase d'accroissement, de multiplication, oui. La phase d'accroissement, très bien. Ensuite, la phase de maturation, la phase de maturation qui comporte également les deux divisions de méiose. Là, la dernière fois, nous l'avions parlé. Et finalement, et la phase de différenciation. très bien. Donc, vous voyez, donc là, quand on parle de spermogène, donc c'est bien évidemment donc la synthèse des spermatozoïdes. Et ces synthèses se stratifient, se subdivisent, se fait en quatre phases.
C'est bon. Maintenant, mis à part cela également, nous avions pu distinguer ce qu'on appelle donc l'autre fonction, qu'on appelait comment? La fonction Endocrine. endocrine. Très bien. Maintenant, en quoi consiste la fonction endocrine jeune gens de la terminale? Si une glande sécrète des substances dans le Mhm. sang. Très bien. Et que maintenant, le sang va transporter cette substance vers l'organe cible. Et donc là, nous nous rendons compte que c'est parfaite illustration en réalité ne met qu'en évidence, ne met qu'en exergue la définition même d'une hormone. C'est bon jusque-là. Et donc, quand on parlera de fonction endocrine, on se rendra compte que cela fait allusion également à la fonction, en deux termes, donc à la manière dont s'effectue donc le rôle, l'action des hormones. C'est bon jusque-là. Et donc, je le reprends ici. Donc, une hormone est une glande, est une substance autant pour moi. Donc là, c'est la glande comportant les substances. Et maintenant, ces substances vont être déversées dans le sang. Maintenant, le sang, je vais le matérialiser en mettant des vaisseaux sanguins. Donc là, j'ai mes vaisseaux sanguins. D'accord? Et maintenant, le sang va permettre donc de transporter ces substances vers un organe cible. Donc là, j'ai mes organes cibles. C'est bon. Maintenant, quelle est la fonction endocrine chez l'homme? C'est-à-dire, donc, l'homme va libérer quoi? Quelle hormone? La testostérone. Très bien. Nous allons nous rendre compte que l'homme va libérer, et donc là, la fonction endocrine essentielle chez l'homme, c'est tout simplement la libération de la testostérone. Très bien. Libération de la testostérone. Jeunes gens de la terminale, nous avions fait l'anatomie, d'accord? Et je vous avais dit qu'en biologie, si vous voulez bien le prendre, l'apprendre et le comprendre, bien sûr, il va falloir également qu'on le subdivise en deux éléments, l'anatomie et la physiologie. Quand on parle d'anatomie, ça fait référence à quoi? À la morphologie, mais également à la structure. Pour cette bonne démarche, nous avions expliqué en réalité donc l'anatomie du testicule en parlant, bien évidemment, des cellules composant même ce testicule-là. Et pour cela, nous avions distingué combien de types de cellules composant, bien constituant le testicule. Allez-y. Quoi? Quels sont les types de cellules? Très bien. Les différents types de cellules constituant les testicules étaient au nombre de trois. Et quels sont donc ces trois types de cellules? Les cellules germinales. Très bien. D'emblée, vous avez ce qu'on appelle les cellules germinales. Très bien. Et quand on parle, c'est quoi cellule germinale, jeunes gens de la terminale? Allez-y, je vous écoute. Selon vous, c'est quoi cellule germinale? Quand on parle de cellules germinales, c'est bien évidemment donc les cellules sexuelles. C'est bon? C'est-à-dire donc l'ensemble des cellules dont l'aboutissement sera donc le spermatozoïde. On parlera des spermatogonistes, site 1, site 2, spermatide et enfin spermatozoïde. Donc là, ça forme ce qu'on appelle les cellules germinales. C'est bon. Maintenant, à part les cellules germinales également, quels sont les autres types de cellules que vous connaissez qui composent le testicule, jeunes gens de la terminale? Les cellules de Leydig. Très bien. Vous avez ce qu'on appelle les cellules de Leydig, encore appelées comment? Monsieur, Oui, est-ce que vous pouvez redire c'est quoi Ou les cellules cellules germinales? interstitielles. très bien. Donc, d'emblée, là, je complète la phrase pour que je puisse répondre à ces questions. Donc, cellule de Leydig ou cellule interstitielle. Merci pour l'intervention. Interstitielle, c'est bon. Maintenant, tantôt, il y a un d'entre vous qui m'a posé la question de savoir si je peux revenir par rapport à cette question de cellule germinale, à cette notion de cellule germinale. Jeune homme, quand on parle de cellules germinales, ça fait référence à l'ensemble des cellules qui vont permettre l'aboutissement du spermatozoïde. En d'autres termes, quand on parle de spermatogonie, quand on parle de spermatocyte 1, quand on parle de spermatocyte 2, de spermatide, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que le spermatozoïde ne vient pas comme ça, du tic au tac. Non. Il suit bien évidemment un processus, d'accord? Et c'est dans ce processus qu'il passera d'emblée de spermatogonie à spermatocyte 1, cyte 2, spermatide et enfin spermatozoïde. Donc, c'est ça qui forme donc ce qu'on appelle les cellules germinales, encore appelées cellules sexuelles. C'est bon, jeune homme? Ok, merci beaucoup, je comprends. Je vous en prie. Donc, à part les deux que vous avez cités, cellules germinales, cellules de Leydig, on compte appeler les cellules interstitielles. Jeunes gens de la terminale, quelles sont également les cellules qu'on peut distinguer? Sertoli. Très bien, vous avez également les cellules de Sertoli. Maintenant, pourquoi j'ai fait ce rappel? Parce qu'on va se rendre compte en réalité que dans cette fonction endocrine de l'homme, jeunes gens, vous allez avoir une cellule, d'accord, qui joue un rôle déterminant, surtout dans la production de cette hormone dont vous avez parlé tantôt, qui est donc la testostérone. C'est bon. Et en classe, vous l'avez fait. Et dans les explications également qui précédaient, nous l'avions mis en évidence, mis en exergue. Et quelles sont ces cellules qui sont responsables de la production de testostérone? Je vous écoute, quelles sont les cellules responsables de la production de testostérone? Les cellules de Leydig. Jeunes gens de la terminale, on va se rendre compte en réalité que les cellules de Leydig qui sont des cellules interstitielles. Pourquoi? Parce que ça, en fait, on va se rendre compte que ces cellules de Leydig, encore appelées cellules interstitielles, c'est ça qui vont être à l'origine de la production de cette hormone mâle, en d'autres termes, l'hormone qui permet de pouvoir masculiniser le sujet, d'accord? Testostérone. C'est en réalité donc les cellules de Leydig qui vont permettre la production de cette hormone.
C'est bon jusque-là? C'est bon? Oui, oui, oui. Très bien. Cependant, on va se rendre compte que c'est cette testostérone qui est à l'origine, et cette procédure, d'abord, il va falloir que vous vous rappeliez de ça, c'est produite à partir de la puberté. C'est bon jusque-là? De la puberté jusqu'à la mort de l'individu. Oui. Maintenant, cette testostérone, dans la mesure où j'ai dit que c'est ça qui permet de pouvoir masculiniser donc le sujet, on va se rendre compte en réalité que donc c'est ce qui permet donc de pouvoir permettre l'apparition des caractères sexuels secondaires. Et quand on parle de caractères sexuels secondaires, c'est bien évidemment la voix de l'homme qui devient de plus en plus grave. Mais à part cela également, vous avez donc une certaine musculature, vous avez également une certaine pilosité, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon? Donc, testostérone, ici, je mets, permet l'apparition des caractères sexuels, des caractères, l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires. Cependant, toujours jeunes gens, dans cette fonction de régulation, on va se rendre compte également que d'autres cellules interviennent pour en réalité participer à la spermatogenèse. Nous avions cité tout à l'heure donc les cellules germinales. On a dit en réalité donc que l'aboutissement de la spermatogenèse n'est rien d'autre que la production de spermatozoïdes. Cependant, quand on a fait l'anatomie du tube séminifère, le tube séminifère qui est un élément du testicule, nous avions mis en évidence, mis en exergue qu'il existait trois types de cellules dans ces tubes séminifères. D'accord? Nous avions parlé des cellules germinales, des cellules de Leydig et des cellules de Sertoli. Les cellules de Leydig, nous avons dit en réalité qu'ils permettent la sécrétion, la production, la fabrication de la testostérone. C'est bon jusque-là? Et maintenant, là, nous allons maintenant, bien évidemment, mettre l'accent sur les cellules de Sertoli. Et jeunes gens, quand on prend les cellules de Sertoli, on va se rendre compte qu'elles jouent, autant pour moi, un rôle essentiel. Ce rôle essentiel, ce n'est rien d'autre que la production d'une protéine qu'on appelle comment? Pour ce qu'ils l'ont fait. Inhibin. Inhibin 7, mais d'emblée, ils vont produire ce qu'on appelle l'ABP. D'accord? On appelle ça antigène, in English, antigène binding protein. C'est-à-dire, c'est un antigène donc, qui permet donc la liaison, d'accord, de la testostérone. C'est-à-dire, c'est ça qui va permettre aux cellules germinales, d'accord, de pouvoir se lier à la testostérone afin que la spermatogèse puisse être activée. C'est bon jusque-là? Donc, si on produit de la testostérone, d'accord, que cette testostérone a la capacité, la possibilité d'agir au niveau des cellules sexuelles, en d'autres termes, au niveau donc des spermatozoïdes, c'est parce que les cellules de Sertoli, au préalable, avaient libéré de l'ABP. Cet ABP va permettre de pouvoir fixer la testostérone. Raison pour laquelle on dit en réalité que les cellules de Sertoli participent donc en réalité donc à la spermatogénèse, mais de manière indirecte. C'est bon jusque-là. Et maintenant, mis à part donc les cellules qu'on a dit, on va se rendre compte au niveau du premier chapitre que vous aviez fait. Le premier chapitre, bien évidemment, intitulé Organisation de l'encéphale. Au niveau de la face ventrale de l'encéphale jeune gens, vous aviez parlé de ce qu'on appelle, donc là je le rappelle, donc face ventrale. D'accord? Parmi les éléments que vous avez cité deux éléments essentiels qui jouent un rôle prépondérant dans la reproduction. Bien évidemment, vous avez ce qu'on appelle donc l'hypothalamus, mais également l'hypophyse. On va se rendre compte que ces deux éléments, surtout parce que on va se rendre compte que l'hypophyse, bien évidemment, est subdivisée en deux éléments. Vous avez l'antéhypophyse, d'accord, et la post-hypophyse. Maintenant, dans la reproduction, jeunes gens, on va se rendre compte surtout c'est l'antéhypophyse qui va intervenir. Pourquoi? Parce que l'antéhypophyse a la capacité de produire, mais également de libérer. C'est bon jusque-là. Maintenant, la post-hypophyse, après on le verra encore. Je pense même qu'on en avait parlé quand on a parlé de la pression artérielle. Leur rôle, c'est tout simplement donc la libération. C'est bon. L'antihypophyse, c'est ça qui va en réalité être interpellé, surtout dans cette fonction de la reproduction. Maintenant, si on essaie de récapituler ça dans un schéma, jeunes gens de la terminale, nous allons nous rendre compte que c'est ça qu'on va dessiner. D'accord? Donc, le système nerveux et les éléments du système nerveux qui interviennent dans cette régulation, on en parlera. Donc là, déjà, c'est l'hypothalamus. L'hypothalamus, vous avez mis ça en évidence, en exergue quand vous aviez fait la face ventrale de l'encéphale. Mais à part cela également, nous avions parlé de l'hypophyse. C'est bon? Maintenant, ces deux structures, en réalité, on va se rendre compte, sont en interaction. En d'autres termes, sont en interrelation. C'est bon?
L'hypothalamus, c'est ça qui permet en réalité de pouvoir activer l'hypophyse. En libérant quoi? Une substance qu'on appelle comment, jeune GNRH. gens? Très bien, qu'on appelle GNRH. In English, c'est gonado-releasing hormone ou hormone gonadotrope. C'est bon? Donc là, je le mets ici. Donc, hormone en français. Gonadotrope. Gonadotrope. C'est bon jusque-là. Maintenant, l'hypophyse. J'ai expliqué tantôt, d'accord, que ce n'est pas les deux parties de l'hypophyse qui interviennent dans cette fonction de reproduction. En terminale, on nous fait tout simplement savoir que c'est l'antéhypophyse, c'est-à-dire la partie antérieure de l'hypophyse. Et donc ici, je peux préciser en mettant bien évidemment antéhypophyse. C'est bon. On va se rendre compte que cette antéhypophyse également a la capacité, a la possibilité de sécréter également deux hormones. Et ces deux hormones jouent un rôle prépondérant dans cette fonction de régulation. Quelles sont ces deux hormones qui sont? Oui, allez-y, Pape Abdoulaye Salamlo. Vous avez levé la main tantôt. La LH et la FSH. Très bien, on va se rendre compte que cela sécrète la FSH et également donc la LH. Maintenant, il est important quand vous dites un mot également de comprendre sa définition. Selon vous, qu'est-ce que ça signifie FSH? FSH, qu'est-ce que ça signifie? Parce que FSH est un acronyme. Quand vous dites ONU, Organisation des Nations Unies, quand vous dites OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, donc tout ça, ce sont des acronymes. Les acronymes également donnent des définitions. Donc FSH, bien évidemment, c'est un acronyme. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Quelqu'un pour répondre? Oui, Ibrahima. Ibrahima Diakhoumpa. Oui, hormone follicule stimulante. Très bien. Donc hormone folliculo-stimulante. Folliculo-stimulante. Oumouma Hadim Diagne, vous avez levé la main. C'est une question? Je je voulais juste donner la signification de FSH. Très bien. Maintenant, est-ce que pouvez-vous, dans ce cas-là, bien évidemment, nous donner également la définition de LH? C'est un hormone lutéinisante. Très bien. It's wonderful. Hormone lutéinisante. Hormone lutéinisante. Maintenant, ces termes, jeunes gens, il va falloir que vous les reteniez. D'accord? Maintenant, la FSH également et la LH, tous deux agissent au niveau des testicules. Maintenant, où? Donc là, je vais mettre d'emblée un carré. D'accord? Pour faire savoir que les deux vont agir au niveau des testicules. Cependant, dans la mesure où nous avions fait l'anatomie, nous avons rappelé l'anatomie donc du testicule, on s'est rendu compte que ces testicules possèdent différents types de cellules, d'accord? Et parmi ces cellules, vous avez d'emblée les cellules de Sertoli et également les cellules de Leydig. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui va agir au niveau des cellules de Leydig? La FSH ou bien la LH? La LH. Très bien. On va se rendre compte que c'est la LH qui va agir au niveau des cellules de Leydig. En agissant au niveau des cellules de Leydig, cela va permettre quoi, jeunes gens de la terminale? La sécrétion de testostérone. Très bien. Production de testostérone. Donc, production de testostérone. Maintenant, j'abrège en mettant un grand T. C'est bon jusque-là. Et maintenant, cette production de testostérone jeune gens a deux fonctions. D'emblée, cela va permettre d'activer quoi? La spermatogenèse. Maintenant, comment? Comment? Allez-y, je vous écoute. Parce qu'on va se rendre compte, jeunes gens de la terminale, que les cellules de Sertoli, je l'ai dit tantôt, libèrent une protéine appelée ABP. D'accord? Et maintenant, nous allons nous rendre compte que cet ABP va se lier avec la testostérone pour permettre l'activation de la spermatogenèse. En d'autres termes, cela signifie quoi? Même si vous avez une quantité suffisante de testostérone et que vous n'avez pas la production, la présence d'ABP sécrétée par les cellules de Sertoli, la spermatogenèse ne pourrait guère s'activer. C'est bon jusque-là. En d'autres termes, cela signifie que la spermatogenèse, pour qu'elle puisse s'activer,
indéniablement, indiscutablement, indubitablement a besoin de la présence d'ABP. D'accord? Spermatogénèse, et c'est la spermatogénèse qui va permettre la production de spermatozoïdes. Donc, mis à part le fait que la testostérone agit indirectement sur la spermatogénèse, cette testostérone également permet l'apparition et le maintien des caractères sexuels secondaires. Je répète, caractères sexuels secondaires. Ne faites pas comme l'élève la dernière fois qui m'a dit compagnie sucrière sénégalaise. Ngir Yàlla wa Rasuli. C'est bon, c'est bon, Oui, oui. très bien. Maintenant, mis à part ça également, on s'est rendu compte qu'il y avait deux. C'est donc, je vais remonter un peu, d'accord? Si vous regardez bien, donc c'est le système nerveux qui agit sur ici le testicule qui représente ici notre gonade. Donc, on parle de contrôle. C'est bon, je suis là. Cependant, jeunes gens, les recherches nous ont permis de savoir, de mettre en évidence que ces testicules également avaient une action, d'accord, sur le système nerveux. Maintenant, dans la mesure où on avait dit parler de contrôle, quand le système nerveux agit au niveau donc de la gonade, on ne peut pas utiliser également le même terme. C'est bon. Raison pour laquelle la science, donc les scientifiques également, ont donné donc pour nom rétrocontrôle, c'est-à-dire le fait maintenant que les gonades aient la capacité et la possibilité d'agir au niveau du système nerveux. Donc, raison pour laquelle on parle de rétrocontrôle. Ce rétrocontrôle également, c'est synonyme de feedback. Feedback, c'est le terme utilisé en anglais. C'est bon jusque-là. Donc, je le mets ici. Maintenant, pour la régulation de l'homme, on va se rendre compte, jeunes gens de la terminale, qu'on va récapituler deux fonctions, deux rétrocontrôle, deux rétroactions donc négatives. Donc, je mets ici donc deux rétroactions, rétroactions négatives, négatives. C'est bon. Maintenant, comment? Je dis bien toujours rétroaction négative. Toujours. Quand on prend l'homme, toujours rétroaction négative. Et je répète ça, quand on prend l'homme, toujours rétroaction négative. C'est bon. Maintenant, d'emblée, il va falloir que je revienne, autant pour moi, donc à ce que signifie rétroaction négative. Bien évidemment, après, j'en parlerai, rétroaction positive. Quelqu'un d'entre vous a une idée par rapport à cela? Beja Hareja, Mustafa Diallo, Mama Ndiaye Fall, Ami Dioum, Jamsek, Ibrahima Diakhoumpa, Ibrahima Halil, Ndeye Djelan Souane. Allez-y, vous avez levé la main. N'ayez pas peur, comme je l'ai dit, nous sommes en science, d'accord? Et il n'y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs rectifiées. Allons-y, donc on discute. Selon vous, c'est quoi rétroaction négative? Pourquoi parle-t-on de rétroaction négative? Pourquoi parle-t-on de rétroaction positive? Parce que c'est important. Souvent, les élèves de la terminale le confondent. D'accord. Il est important également que vous puissiez bien avoir, que vous ayez autant pour moi une assise par rapport à cela. D'accord. Donc, allons-y. Rétroaction. Rétroaction. Feedback. Pourquoi dit-on rétroaction positive? Pourquoi également dit-on rétroaction négative? Oui, Ndei Jaharija. Euh, Si le taux de testostérone dépasse sa Oui. valeur normale, Si le taux de testostérone dépasse la valeur normale. Continuez. oui, euh, il se produit un rétrocontrôle négatif. Très bien. Et donc, quand on tombe par rétroaction négative, dans ce cas-là, avec votre réponse, si on devait résumer, oui, Oumou Hadim Diagne, pour compléter, bien sûr. La rétroaction négative, c'est un Oui, mécanisme par oui. lequel un système agit à une perturbation. Mhm. Maintenant, quel effet ça induit sur le système? Est-ce que ça a tendance à augmenter le produit fini ou bien ça a tendance à diminuer le produit fini? À diminuer. Très bien. Et jeunes gens, retenez-moi ça bien, 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 bien. Regardez, quand on parle de rétroaction négative, on va se rendre compte que le produit fini, je le mets ici, donc produit fini, c'est-à-dire le produit final ici, ça baisse. C'est bon jusque-là. Donc là, je mets d'abord ici rétroaction négative. On peut rappeler c'est quoi? On va se rendre compte toujours que finalement, le produit final va diminuer. Oumou Hadim Diagne, vous avez toujours levé la main. Vous avez une question ou vous voulez compléter?
C'est bon, donc on peut continuer. Très bien. Maintenant, donc là, je mets ici un peu rappel sur les notions de rétroaction. Avant maintenant que l'on rétroaction, avant maintenant que l'on parle de la rétroaction positive, mais également de la rétroaction négative. Rétroaction, voilà. Rétroaction négative, produit final diminué. C'est bon. Et donc, finalement, selon vous, quand on parle de rétroaction positive dans ce cas-là, jeunes gens de la terminale, qu'est-ce qu'on dira? Quand on parle de rétroaction positive dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dira? Augmentation. Très bien. Donc, produit final va augmenter. Très bien. Ça, c'est la base. C'est le socle, c'est le soubassement. En d'autres termes, si vous comprenez ça, pour les exercices qui vont venir, vous allez voir que ça va être très, très, très simple. D'accord? Donc, produit final, ici, je mets bon. Mais non, ça, c'était juste le rappel. Je mets ça ici. Maintenant, je vais descendre un peu. D'accord? Et nous allons maintenant parler de la rétroaction chez l'homme. Chez l'homme, jeunes gens, chez l'homme, nous allons nous rendre compte en réalité que nous avons deux rétroactions qui sont toutes deux négatives. C'est bon jusque-là. D'emblée, vous avez donc l'inhibine ici. Avant l'inhibine même, très bien, tantôt, elle en a parlé. Nous allons nous rendre compte, jeunes gens, nous allons nous rendre compte ici, avec la pollution de testostérone, très bien. Lorsque l'organisme, en d'autres termes, lorsque les cellules de Leydig produisent beaucoup de testostérone, cette quantité élevée de testostérone va alerter en réalité donc le complexe hypothalamo-hypophysaire qui va dire, hey, la quantité de testostérone là, c'est élevé, hein? Et l'organisme a horreur de ce qui est très en hausse et également de ce qui est très bas. C'est bon jusque-là. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de ramener cette valeur de testostérone à une valeur normale, en d'autres termes, à une valeur CI. C'est bon. Et on va se rendre compte que cette quantité de testostérone élevée va agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Quand je dis hypothalamo-hypophysaire, c'est-à-dire l'hypothalamus et l'hypophyse. C'est bon jusque-là. Ce qui va induire, en d'autres termes, ce qui va entraîner une baisse de la production de LH. Et maintenant, si la production de LH est bas, est faible, est-ce que les cellules de Leydig vont davantage être stimulées, oui ou non, jeunes gens de la terminale? Non. Non. Très bien. Et donc, si les cellules de Leydig ne sont pas trop stimulées, ou bien s'ils sont faiblement stimulés, dans ce cas-là, comment la production de testostérone va faire? Est-ce que la testostérone va être produite en grande quantité ou bien donc en petite quantité? Petite? En petite quantité. Très bien. Maintenant, cette petite quantité, c'est ça qui va induire à ce que maintenant nous ayons un taux de testostérone qui revienne à la normale, en d'autres termes qui baisse, pour revenir à la valeur normale. Donc, voyez, maintenant, pourquoi j'ai dit négatif? Parce qu'on va se rendre compte qu'après, la testostérone qui sera produite va diminuer. En d'autres termes, la testostéronémie. Quand on parle de testostéronémie, c'est la quantité de testostérone dans le sang. C'est bon jusque-là. Même chose également. On va se rendre compte, donc là, c'est rétrocontrôle. Donc là, je mets feedback négatif généré par la testostérone. Maintenant, on va parler également donc de feedback généré par les cellules de Sertoli qui libèrent une protéine appelée l'inhibine, une hormone autant pour moi appelée l'inhibine. On va se rendre compte également lorsque la quantité donc d'ABP est très élevée, jeunes gens, et en d'autres termes, parallèlement également, donc la spermatogénèse, la position de spermatozoïde également donc très élevée, on va se rendre compte également que cela va activer le complexe hypothalamo-hypophysaire qui va induire, qui va entraîner une diminution de la quantité de FSH. Cette diminution de la quantité de FSH permet aux cellules de Sertoli de produire moins d'ABP. De produire autant pour moi, excusez-moi, donc de l'inhibine. Et maintenant, cette inhibine, c'est maintenant donc d'une faible production donc d'ABP. Donc, je répète. D'emblée, vous allez avoir l'ABP qui sera produit en grande quantité. C'est bon. Et maintenant, cette quantité très élevée d'ABP va induire à ce que donc la spermatogénèse puisse générer beaucoup de spermatozoïdes. Et maintenant, c'est ça qui va activer donc, la production d'inhibine. Maintenant, cette inhibine va agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, induisant donc à une baisse, à une diminution de la quantité de FSH. Et cette quantité de FSH diminuant, donc les cellules de cette vont moins être stimulées et donc la production d'ABP également va diminuer, ce qui a conséquence
également de diminuer donc la spermatogenèse. C'est bon? Donc, voici les deux types de rétroactions que l'on trouve indéniablement chez l'homme. Chez la femme, on va se rendre compte qu'on a les deux. C'est bon. Chez la femme jeune genre, donc là, je résume vite fait avec la femme. Donc, chez la femme, pour qu'on puisse passer aux exercices. Chez la femme. Chez la femme jeune genre, vous avez parlé maintenant des gonades. Et quand on a parlé des gonades, bien évidemment, c'était l'ovaire. On avait dit également que l'ovaire avait deux fonctions. Une fonction exocrine. Et quand on parle de fonction exocrine, vous l'avez défini tantôt. Donc, tu vas libérer des substances qui sont hors du sang, d'accord? Et une fonction endocrine. Jeunes gens, quand on prend la fonction exocrine, on va se rendre compte que bien évidemment, on parle de deux choses. La folliculogenèse, donc là, vous l'avez fait, en passant des follicules primordiaux, follicules primaires, follicules secondaires, follicules tertiaires et enfin follicules mûrs. Donc là, ça s'appelle la folliculogenèse. Folliculogenèse, c'est-à-dire genèse des follicules. Et pour chaque follicule, il est important également, je le rappelle, vous devez comprendre, connaître les caractéristiques des follicules primordiaux, des follicules primaires, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bon, jeunes gens, jusque-là? Après cela également, vous devez comprendre l'ovogenèse. Et l'ovogenèse également. Est-ce que l'ovogenèse présente les mêmes phases que la spermatogenèse? C'est une question. Est-ce que l'ovogenèse présente les mêmes phases que la spermatogenèse? Est-ce que l'ovogenèse également comporte les quatre phases de la spermatogenèse? Oui, Je crois qu'il comporte trois phases. Très bien. On va se rendre compte que l'ovogenèse comprend trois phases. D'emblée, vous avez quelle phase? La multiplication, Très bien, la phase de multiplication des ovogonies. la phase Ensuite, de maturation, avant la phase de maturation, c'est la phase. d'accroissement, Très bien, la phase d'accroissement. Ensuite, la phase de maturation. très bien. Et donc, on va se rendre compte, jeunes gens, il y a une phase absente. Quelle est cette phase? Répétez, Il y a une phase qui est absente. Quelle est cette phase? phase de différenciation. Très bien. Donc, on va se rendre compte que chez la femme, que nous avons les trois phases. Phase de multiplication, phase d'accroissement, phase de maturation. Et cela, nous l'avions développé donc précédemment quand nous avions fait l'organogenèse. Et dans cette organogenèse également, on a parlé des gamétogénèses, d'accord? Gamétogénèse, gamètes. Et là, on avait bien spécifié par rapport à cela. Maintenant, on va se rendre compte. Donc là, c'est la fonction exocrine chez la femme. Jeunes gens, quand on parle maintenant de la fonction endocrine, cette fonction endocrine n'est rien d'autre en réalité que la production d'hormones. C'est bon. Maintenant, les hormones, il y en a deux, d'accord? C'est-à-dire deux, on va les spécifier. Parce qu'il y en a d'autres, parce que la femme également, on verra après, quand nous allons faire la gestation, vous allez avoir donc les ACG, HPL, donc tout ça également, nous allons revenir. Maintenant, pour que vous puissiez bien comprendre, ici, nous allons citer les deux hormones essentielles. C'est-à-dire donc l'œstrogène, mais également donc la progestérone. C'est bon. Donc, fonction exécutée. Donc là, je mets essentiellement l'œstrogène et bien évidemment la progestérone. Maintenant, pour vous permettre de mieux appréhender la fonction, ou bien même, je dirais même les fonctions essentielles de ces deux hormones, nous allons faire un tableau. Et maintenant, pour cela, nous allons un peu descendre. D'accord? Et si vous avez ce tableau, il est important que vous puissiez bien le comprendre. Si vous comprenez ce tableau, c'est bon. J'ai mis ici oestrogène. Oestrogène. D'accord? Et ici, je mets, bien sûr, bien lui devant, je mets ici progestérone. C'est bon. Maintenant, vous l'avez fait dans le cours, ou vous le ferez, pour ceux qui ne l'ont pas fait également, que l'œstrogène, en réalité, est produite par ce qu'on appelle donc les cellules de la tête. D'accord? En d'autres termes, quand on prend les follicules primaires, follicules primordiaux, follicules primaires, follicules secondaires, au niveau des follicules secondaires, vous avez un élément qu'on appelle donc les tecs. Et ces tecs étant constitués de deux tecs externes et tecs internes, c'est la tech interne qui va permettre la production de cet oestrogène. Et donc là, je mets ici pour que vous puissiez le noter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, sécrété par les cellules des tecs internes. Des tecs internes.
C'est bon? Mis à part cela également, nous allons nous rendre compte, jeunes gens, que, mis à part le fait que cela soit produit par les cellules d'étec internes, après l'ovulation, bien sûr, le follicule rompu, c'est ça qui va devenir ce qu'on appelle le corps jaune. Et maintenant, au niveau de ce corps jaune, vous avez donc toujours des cellules de la tête qui vont permettre en réalité de pouvoir davantage continuer de produire cet oestrogène. Donc ici, je mets, mis à part donc sécrété par les cellules d'étec internes, et là également par le corps jaune. Et quand on parle de corps jaune, donc c'est le follicule qui est rompu. Mis à part cela également, nous allons nous rendre compte que l'œstrogène a la capacité, a la possibilité de pouvoir se fixer sur les muqueuses de l'utérus, en d'autres termes sur la muqueuse utérine. Donc, raison pour laquelle on va se rendre compte que l'œstrogène a un effet sur l'utérus, sur une partie de l'utérus, c'est-à-dire donc sur l'endomètre, même également sur le myomètre. Et également, je le mettrai au niveau du tableau. Et donc là, je mettrai donc l'œstradiol ou bien l'œstrogène, l'estradiol, se fixe sur les récepteurs, donc sur des récepteurs au niveau de la muqueuse utérine. De la muqueuse utérine. D'accord? Nous allons nous rendre compte également que ça qui va favoriser, donc favoriser la multiplication cellulaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'en réalité, ça se fixe au niveau donc de la muqueuse utérine, ça va permettre ce qu'on appelle donc la prolifération de l'endomètre. Par exemple, on parle de multiplication cellulaire. D'accord? Mais à part cela également, le développement de glandes, développement de glandes, développement de glandes et de vaisseaux sanguins. Donc là, c'était par rapport à l'œstrogène. Maintenant, si on en vient à la progestérone, on va se rendre compte que la progestérone, jeune gens, n'est uniquement produite qu'à partir de la phase lutéale. Maintenant, quand je parle de la phase lutéale, je vais y revenir. Pourquoi? Parce qu'on va parler après du cycle. Maintenant, au niveau de la phase lutéale, l'élément crucial, l'élément primordial qui intervient là-bas, nous allons nous rendre compte qu'il ne s'agit que du corps jaune. Et donc, nous allons nous rendre compte qu'au niveau de ces corps jaunes, au niveau de ce corps jaune, les cellules qui composent ce corps jaune, encore appelées cellules lutéiniques, c'est ça qui va permettre de pouvoir produire l'œstrogène. Donc ici, je mettrai donc sécrété par les cellules lutéiniques, par les cellules lutéiniques, sécrétées par les cellules lutéiniques du corps jaune pendant la phase folliculaire. Du corps jaune pendant la phase lutéale, excusez-moi, donc corps jaune pendant la phase lutéale. Donc pendant la phase lutéale. Mis à part cela également, toujours, vous allez avoir donc la progestérone qui va agir sur la muqueuse utérine, mais avant son action, toujours d'emblée, il va falloir que l'œstrogène agit d'abord, agit au préalable. D'accord? Donc, agit seulement si les oestrogènes donc, ont fait leur effet. Donc, agit seulement si les oestrogènes ont fait leur effet. Mis à part cela également, donc là, j'ai mis donc, la sécrétion de ces deux hormones. J'ai mis également donc, le lieu, c'est-à-dire donc, le lieu où elles agissent. Mis à part cela également, on va se rendre compte que l'œstrogène va permettre de stimuler la contraction, donc stimulation de la contraction du myomètre. Stimulation de la contraction du myomètre. Donc, quand on parle du myomètre, on va se rendre compte que c'est un élément de l'utérus. Pourquoi? Parce que l'utérus, nous avions dit qu'il comporte deux éléments. Le myomètre, d'accord, et l'endomètre. Maintenant, il faudrait savoir que c'est l'endomètre qui va s'épaissir
et après qui va se desquamer. Et c'est cette desquamation qui est à l'origine des menstrues, en termes donc des règles. Donc, stimulation de la contraction du myomètre. C'est bon. Maintenant, tout au long, après, on va se rendre compte qu'on va détailler davantage sur ces rôles, d'accord? Pour que vous puissiez mieux les appréhender. Donc, mis à part cela également, c'est-à-dire mis à part donc les fonctions assurées par le l'œstrogène et la progestérone, on va se rendre compte, jeunes gens, et donc on termine déjà donc ce résumé avec ça. Oui, Mustapha. Est-ce que Mustapha, vous pouvez tantôt, vous avez... retourner un peu? Je vais capturer le tableau, s'il vous plaît. D'accord. Mais même après, vous avez le fichier PDF, hein? Ah bon? Où vous avez le trouver? Au niveau de votre compte. C'est-à-dire, si vous vous connectez directement avec votre Ok, compte, après, ok, on vous enverrait, donc on va vous envoyer temporairement donc le PDF. ok, ok, ok. D'accord. Donc, là, je récapitule. Donc, j'ai mes stimulations donc, de la contraction, d'accord, du myomètre, du myomètre. Donc, et également, ça permet de maintenir, donc, maintien de la température. Parce qu'en réalité, on va se rendre compte que la femme, avant ovulation, sa température corporelle est relativement basse, d'accord? Donc 37 degrés environ. Cependant, après l'ovulation, on va se rendre compte et on a une légère hyperthermie. Et donc, on va se rendre compte que cette légère hyperthermie est provoquée par la progestérone. Et d'ailleurs, même, je le mets ici, donc pour que vous puissiez mieux l'appréhender. Donc, ici, je le mets, donc inhibe la contraction du myomètre d'abord. Donc, inhibe la contraction du myomètre, du myomètre, d'accord? Et vous avez une légère hyperthermie. Et donc, même la femme peut savoir si en réalité, donc, elle est dans une période féconde ou pas, en prenant journalièrement donc, sa température corporelle et pourrait savoir si elle est en mesure voilà, d'être féconde ou pas. D'accord? Maintenant, les autres fonctions également, après, nous allons préciser ça. Nous allons préciser ça maintenant au niveau des ici. Maintenant, pour les cycles, jeunes gens, on termine avec ça. Nous allons nous rendre compte que la femme, en réalité, vous avez un fonctionnement cyclique des ovaires. C'est bon jusque-là. Cyclique. Et là, je mets donc cycle sexuel. D'emblée, le cycle de la femme démarre quand est-ce? À la naissance, à la puberté, à la ménopause ou à la mort? Oui, allez-y. À la puberté. À la puberté. Très bien. La naissance. Abou Bakar Sow. Il y a, il y a, il y a des notions que vous n'avez pas bien comprises pour que je puisse y revenir. Jeunes gens, n'hésitez pas à m'interrompre. Si vous avez des questions, bien des choses non comprises, il n'y a pas de souci, donc je peux y revenir et vous expliquer davantage. D'accord? Abou Bakar, si vous m'entendez, si vous avez des questions relatives par rapport à ce dont on fait et que vous n'avez pas bien cerné également, je suis ouvert à vous. C'est bon, on peut continuer. Les autres également, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez directement m'interrompre. Jeunes gens, Ok, est-ce que vous m'entendez? oui, oui. Très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Ok, ok. Aboubacar Sow, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Donc, on continue. Maintenant, on va se rendre compte, jeunes gens, que quand on parle du cycle sexuel, d'accord, que vous avez le cycle de l'ovaire, mais également le cycle de l'utérus. C'est bon. Donc, cycle de l'ovaire, et également cycle de l'utérus. Très bien. Tantôt, Jung vous l'avez dit, donc le cycle sexuel de la femme, c'est-à-dire donc les événements donc, sexuels que l'on observe chez la femme, et dont l'événement le plus visible, c'est l'apparition des règles, en d'autres termes, l'apparition des menstrues. Et cela démarre à partir de la puberté. Mais on va se rendre compte que la femme, en d'autres termes, l'individu féminin, ces événements cycliques également vont s'arrêter. Maintenant, quand? À partir de ce qu'on appelle donc la ménopause. C'est bon jusque-là. Et donc, le cycle sexuel jeune gens démarre à partir de la puberté et s'estompe, s'arrête à la ménopause. On va se rendre compte ici sexuel, que vous puissiez mieux l'appréhender. On va parler d'emblée du cycle de l'ovaire, c'est-à-dire ce qui se passe, ce qui se déroule à l'intérieur de l'ovaire, mais également ce qui se passe, ce qui se déroule à l'intérieur de l'utérus.
ovaire et utérus. Là, je ne vais pas y revenir parce que je me dis que maintenant, vous l'avez bien cerné en classe. Vous avez fait l'anatomie donc de l'ovaire, mais également l'anatomie de l'utérus. C'est bon. Oui. Très bien. Jeunes gens, quand on prend le cycle de l'ovaire, donc là, je vais redessiner un peu pour vous permettre de mieux comprendre, d'accord? On va se rendre compte que l'ovaire est subdivisé en deux parties. Vous avez ce qu'on appelle donc la partie périphérique qui est là, encore appelée partie corticale, mais également vous avez ce qu'on appelle donc la partie médulaire, encore appelée partie centrale. Maintenant, pourquoi j'ai mis assuré ici? Parce qu'on va se rendre compte que là, c'est juste une matérialisation, un schéma, où j'ai mis en évidence la présence des faisceaux sanguins. Parce qu'un organe qui ne possède pas de faisceaux sanguins est voué à la nécrose. Madame c'est bon, on va se rendre compte que maintenant, au niveau de cette partie corticale, vous avez d'emblée les follicules primordiaux. Les follicules primordiaux, jeunes gens, vous n'avez pas laissé en classe. On a dit, c'est l'ovocyte 1, entouré de quelques cellules folliculaires. Après les follicules primordiaux, également, vous avez ce qu'on appelle donc les follicules primaires. Ces follicules primaires également, c'est toujours donc l'ovocyte 1. Cependant, ici, ce n'est pas entouré de quelques cellules, mais plutôt d'une seule couche de cellules folliculaires. Maintenant, après, vous avez parlé donc des follicules secondaires. Et dans ce cas-là, vous avez donc l'ovocyte 1, également, qui est entouré de plusieurs couches. C'est à partir de ce moment, à partir de cet instant, jeunes gens, que vous avez la présence des TEC. Et tantôt, quand j'ai parlé des TEC, j'ai mis en évidence deux TEC, TEC interne et TEC externe. Et quel était le rôle des TEC? Pour voir si vous suivez. Quel était le rôle des TEC? Qu'est-ce qui produisait l'œstrogène? Je l'ai mis tantôt au niveau du tableau. On va se rendre compte toujours que c'est les TEC internes qui produisent l'œstrogène. C'est bon jusque-là. Maintenant, qu'est-ce qui a induit à ce que donc, les TEC internes puissent produire de l'œstrogène? Également, on y reviendra. D'accord. Donc là également, vous avez apparition des TEC. Et ce sont les TEC maintenant qui vont produire l'œstrogène. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle donc follicule tertiaire. Follicule tertiaire également, encore appelé donc follicule cavitaire. D'accord. Et ensuite, vous avez follicule mûr, encore appelé follicule de De Graaf. Et c'est ce follicule maintenant qui sera à l'origine de la libération de l'ovocyte 2. Maintenant, ce follicule rompu, c'est ça qui va devenir le corps jaune. Et en fonction du temps, on va se rendre compte que ce corps jaune maintenant va dégraisser. C'est bon jusque-là. Maintenant, jeunes gens de la terminale. Là, je vais réeffacer ici, qu'on puisse avoir de l'espace et oui, afin que vous puissiez comprendre. Cette partie, c'est-à-dire ici, cette partie mettant en évidence la croissance, la maturation des follicules. Comme ça concerne les follicules, raison pour laquelle on parle de phase folliculaire. Donc là, je suis au niveau donc, du cycle. Je le mets ici. Donc, cycle ovarien. Je suis en train de parler de l'ovaire. Là, vous avez phase folliculaire. Il y a également des livres où vous pouvez lire phase préovulatoire. Je pense que là. Maintenant, cette phase mettant en évidence le corps jaune, c'est-à-dire donc la dégénérescence progressive du corps jaune, on appelle ça phase comment? Je vous écoute, phase? Lutéal. Très bien, phase lutéale. Maintenant, ces deux phases jeunes gens, on va se rendre compte que c'est séparé d'un événement qu'on appelle comment? Qu'on appelle L'ovulation. l'ovulation. Il y a également des profs qui parlent de pompe ovulatoire. C'est bon jusque-là. Maintenant, là, c'est la phase folliculaire, l'ovulation et également donc la phase lutéale. La phase folliculaire, qu'est-ce qu'elle est? Comment elle se caractérise? Par le développement, par la croissance, par la maturation des follicules. La phase lutéale, comment elle se caractérise? Vous avez le corps jaune qui est issu du follicule rompu qui va progressivement dégénérer. C'est bon jusque-là. Et maintenant, ces deux phases sont séparées par l'ovulation. Donc, quand on parle de cycle ovarien, ce sont ces trois phases que vous devez retenir. Phase folliculaire, ovulation et phase lutéale. C'est ça qui se déroule au niveau donc, de l'ovaire. C'est bon. Maintenant, au niveau de l'utérus, on va se rendre compte, jeunes gens de la terminale. D'accord? Utérus. Je vais un peu, donc on parle de cycle utérin. On va se rendre compte, jeunes gens, si je, je le dessine pour que vous puissiez avoir un peu une notion là-dessus. Supposons que là, c'est l'utérus. Donc là, vous avez donc... d'accord?
Là, vous avez les ovaires qui sont là. Et donc là, vous avez l'utérus. Mais non, l'utérus, on va se rendre compte que c'est composé de deux éléments essentiels. Cette partie, je l'appelle endomètre. Endomètre. Et maintenant, en bleu là, je vais faire comme ça. Cette partie, je l'appelle myomètre. Jeunes gens, c'est cet endomètre-là, des fois qui va s'épaissir, au moins grande, ou bien c'est cet endomètre, des fois également qui va se desquamer. Desquamer, en Wolof, on dit rousse. Cette desquamation qui va entraîner les règles. En d'autres termes, maintenant, cela signifie qu'on va distinguer au niveau du cycle utérin deux cycles également. Le cycle de l'endomètre, mais également le cycle du myomètre. Je mets ça ici. Donc, cycle endomètre, après cycle myomètre. On va se rendre compte, jeunes gens, que quand on parle du cycle de l'endomètre, il y a trois phases. La première phase, c'est quoi? C'est-à-dire, on va se rendre compte que vous avez d'emblée la menstruation. Raison pour laquelle, théoriquement, j'ai dit bien théoriquement, parce que ce n'est pas toutes les filles qui ont un cycle de 28 jours. Raison pour laquelle, même dans les textes, vous entendez, on dit généralement. Parce qu'il y a des filles qui peuvent être 28, il y en a ceux qui peuvent être 31, et ceux même moins de 28 jours. C'est bon jusque-là. Maintenant, théoriquement, supposons que la fille ou bien la femme a un cycle de 28 jours. Le premier jour, c'est le premier jour des règles. Donc, premier jour de Fégis Teret. Deuxième jour de Fégis Teret. En Wolof, on dit Gismach. C'est bon jusque-là. Troisième jour également, vous avez les menstrues. Quatrième jour, ça peut s'estomper pour certaines. Pour d'autres également, ça continue. 6, 7, généralement, ça s'estompe. Donc, ça, on appelle ça phase menstruelle. Pourquoi phase menstruelle? Parce que c'est au niveau de cette phase que la femme va voir ses règles. C'est bon jusque-là. Cependant, le cycle ne s'arrête pas, ça continue. Donc, huitième jour, c'est vrai qu'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de règles, pour certaines également. Ça fait partie du cycle. Donc, huitième, neuvième, dixième, onzième jour, douzième jour, treizième jour, quatorzième jour. Théoriquement, si la femme a un cycle de 28 jours, donc on suppose que tant jusqu'à 28, c'est au niveau du 14e jour, jeunes gens, que vous allez avoir l'ovulation. En d'autres termes, on va se rendre compte que 14, 13, 12, 11, d'accord? Ou 15, 16, 17, 18. Donc là, c'est une période fertile. Quand on parle de période fertile, donc cela signifie que si la femme fait rapport sexuel, il y a une grande probabilité que cette femme ou bien cette fille tombe enceinte. Faisons pour on parle de période fertile. C'est bon? Cette phase menstruelle, après cette phase menstruelle jusqu'à l'ovulation, donc là, je mets donc cycle endomètre. Donc là, vous avez phase menstruelle. Phase menstruelle, qu'est-ce qu'elle a induit? C'est parce qu'en réalité, vous avez une desquamation, c'est-à-dire vous avez une partie de l'endomètre, moins rousse, c'est-à-dire c'est ça qui se desquame. En français, on parle de desquamation. Desquamation. Maintenant, après cette phase menstruelle, donc, cela signifie que maintenant, il y a la partie basale de l'endomètre qui ne reste. Maintenant, cette partie basale également doit se faire, c'est-à-dire donc cette partie basale également doit se reconstituer. Maintenant, qu'est-ce qui entraîne à ce que cette partie basale puisse se reconstituer, en d'autres termes, puisse s'épaissir? C'est l'oestrogène. L'oestrogène dont on avait parlé en haut. Donc là, je remonte un peu. Parce que je vous avais dit que quand on parle du cycle ovarien, on a pu mettre en évidence ici le follicule secondaire. On avait dit que ce follicule secondaire, grâce à ses textes, permettait la production d'oestrogène. Cet oestrogène, jeunes gens, c'est ça qui va induire à ce que cet endomètre-là puisse à nouveau s'épaissir. C'est bon? Et donc, c'est la que donc, après la phase mensuelle, vous avez donc une autre phase qu'on appelle donc phase proliférative. D'accord? Et il y a également des gens qui l'appellent phase post-menstruelle. Quand je dis post, moi après. Phase post-menstruelle. Et donc, c'est une phase au niveau duquel l'oestrogène va agir sur l'utérus, en d'autres termes sur l'endomètre, pour permettre son épaississement post-menstruel. Est-ce que vous me suivez? Vous avez besoin que je revienne par rapport à ça ou bien on continue, jeunes gens de la terminale? Revenez un peu, s'il vous plaît, Je reviens au... à l'explication. Très bien. Maintenant, j'ai dit tantôt, jeunes gens de la terminale, que ici, très bien, on avait parlé du cycle ovarien au niveau duquel nous avions distingué les différents follicules.
Et parmi ces follicules, vous avez ce qu'on appelle le follicule secondaire. Ce follicule secondaire contient ce qu'on appelle donc des tecs. Et ces tecs, vous avez deux types de tecs. Vous avez tec externe qui est contractile et tec interne, c'est ça qui sera à l'origine de la production d'œstrogène. Jeune John, c'est cet oestrogène-là qui va agir, j'ai bien dit, au niveau de l'utérus, plus précisément au niveau de l'endomètre. Parce que quand la femme avait vu ses règles, vous avez eu donc une desquamation, c'est-à-dire il y a une partie de l'endomètre, mon mot rouge n'est que derrière mon qui c'est la raison pour laquelle la fille voyait ses menstrues. C'est bon jusque-là. Et donc, on va se rendre compte, jeune gens de la terminale, que ça, c'est la base de l'endomètre. Cet endomètre également va s'épaissir. Et maintenant, cet épaississement de l'endomètre, là, mon indique, qu'est-ce qu'il a engendré? C'est l'action de l'œstrogène au niveau de l'endomètre. Jeune dame, est-ce que vous avez compris? Ndeye Djilang? Oui. Très bien. Et maintenant, cet épaississement, on va se rendre compte, jeune gens de la terminale, que pour que le futur enfant, c'est-à-dire d'emblée ici la femme, durant ces périodes fertiles dont j'ai indiqué tantôt, a fait rapport sexuel accidentellement, d'accord, ou bien de gré, on va se rendre compte qu'il y a grande possibilité que le sperme contenant bien évidemment en quantité et en qualité suffisante des spermatozoïdes vont induire à la fécondation. Et cette fécondation, jeune gens, sera à l'origine, et la fécondation, la dernière fois, on en a parlé. Donc, pas besoin maintenant de rappeler les conditions. On va se rendre compte que cette fécondation sera l'origine de l'obtention d'une cellule œuf, encore appelée zygote. Maintenant, cette cellule œuf doit pouvoir s'incruster, c'est-à-dire donc s'attacher au niveau donc de la muqueuse utérine. Mais si la muqueuse utérine est épaisse et très dure, ce sera impossible. Raison pour laquelle ce qu'on va faire quoi? On va ramollir, c'est-à-dire on va essayer de rendre plus doux cet utérus. Maintenant, qu'est-ce qui va entraîner cela? C'est la progestérone qui est libérée par le corps jaune. Donc là, je mets progestérone. Et cette progestérone, on va se rendre compte, c'est ça qui va ramollir, c'est ça qui va adoucir l'endomètre qui était épaissi grâce à l'oestrogène. Et maintenant, cette phase où il y a un adoucissement, si on peut ainsi le dire, d'accord? Donc, des glandes qui viennent, parce qu'après, il faudrait également donc, la cellule donc, mettre en place le placenta, ainsi de suite. C'est cette phase qu'on appelle maintenant phase sécrétoire. Dans certains livres également, vous lirez phase prémenstruelle. Pourquoi après? Parce qu'après cette phase, il y a la menstruation. Donc, phase prémenstruelle. Voici les trois phases du cycle de l'endomètre. Phase menstruelle. Dans ce cas, on va se rendre compte que la femme va libérer ses règles. Donc là, vous allez avoir donc les menstrues, le sang. Après, vous avez la phase proliférative, c'est-à-dire après ces règles-là, l'endomètre a besoin de s'épaissir. Et cela est dû, grâce à l'action de l'œstrogène, libéré à partir donc des follicules secondaires par les tecs externes, par les tecs internes. Après ça également, vous avez ce qu'on appelle la phase sécrétoire, c'est-à-dire après épaississement de l'endomètre, il va falloir que l'on ramollisse, d'accord, qu'on adoucisse cet endomètre, que cela forme ce qu'on appelle des dentelles utérines, et cela est géré par la progestérone libérée par le corps jaune. Voici les trois phases du cycle de l'endomètre. Jeune gens de la terminale, si vous n'avez pas d'objection ou des questions, je peux passer maintenant au cycle du myomètre. Jeunes gens de la terminale. Ah, français dit, qui ne dit mot consent, donc cela suppose que tout le monde comprend. Donc là, je mets ici, donc c'est bon. Donc phase sécrétoire, donc phase proliférative, ensuite phase sécrétoire. Maintenant, pour le cycle du myomètre, oui, au moment Hadim Diagne, vous Euh, avez une question? Parfois, la phase de menstruation, Oui. pourquoi il y a des retards? Qu'est-ce qui est à Bon, l'origine des retards? ça peut être de causes diverses, hein. Donc, si la femme est en activité reproductive, c'est-à-dire si vous êtes une femme mariée, d'accord, ou bien une femme qui n'est pas mariée, votre physiologie également va s'adapter. On va se rendre compte en réalité que chez les femmes qui ne sont pas encore mariées, elles observent plus ces retards de règles. Pourquoi? Parce que vous avez en réalité donc la mise en place des hormones qui ne se fait pas de manière régulière. C'est bon jusque-là. Ne se faisant pas de manière régulière, on va se rendre compte que cela peut induire à des retards. Deuxième chose également, si la femme qui est, supposons, en activité reproductrice, prend par exemple des pilules, vous avez donc les oestroprogestatifs, d'accord, que la femme peut prendre pour ne pas avoir d'enfant. Différents également donc effets secondaires de ces pilules-là peuvent entraîner à ce que donc le retard puisse avoir lieu. C'est bon? Mais non, si ce retard vraiment persiste,
Il est conseillé maintenant d'aller voir un médecin. C'est bon, jeune dame? Oui, d'accord, merci. Très, très bien. D'autres questions? Donc, on part. Maintenant, quand on prend maintenant le cycle du myomètre, maintenant, on va se rendre compte, jeunes gens, au niveau de sa phase de menstruation, d'accord? Parce que quand on parle de myomètre, il y a deux choses. Dans la mesure où le myomètre a des cellules contractées, donc vous avez donc des contractions. Durant cette phase, on va se rendre compte que l'oestrogène qui est produit par, bien sûr, les textes internes vont induire à une phase de contraction. Donc là, vous allez avoir donc phase de contraction induite par quoi? Par l'oestrogène. Et vous allez avoir donc, après, silence utérin. Parce que s'il y a fécondation, si la cellule œuf migre au niveau de l'utérus, et que l'utérus donc bouge, il sera compliqué que la cellule œuf en réalité donc puisse faire la nidation. Et pour que cette nidation puisse se faire, donc, il va falloir que l'utérus se calme. Maintenant, qu'est-ce qui induit à ce que le jeune gens, c'est tout simplement la progestérone. D'accord? Donc, on appelle ça silence utérin. Donc, vous avez deux phases. Contraction de l'utérus due à quoi? Aux oestrogènes. Et vous avez silence utérin dû en réalité à la progestérone. Des questions relatives par rapport à ça. Nous en avons terminé avec le résumé, bien sûr, si vous n'avez pas de questions. Des questions jeunes gens de la terminale. Donc, on peut passer à la correction. Très bien. Donc, mettez correction d'exercice. Donc là, je mets correction. Donc, je vais descendre un peu. Voilà. Maintenant, ici, pour les exercices, j'en ai choisi deux. D'accord. J'ai choisi d'emblée, donc, en parlant du garçon, en parlant des hommes. D'accord. Après, j'ai pris l'exemple de la femme. Maintenant, je vais d'emblée lire ici. Les mécanismes de la régulation des fonctions testiculaires chez l'homme font intervenir des interactions hormonales entre le complexe hypothalamo hypophysaire. Les testicules, on en a parlé. Pour comprendre ces mécanismes, on se réfère à une étude médicale réalisée chez un garçon pubère normal et à une étude réalisée chez deux garçons X et Y âgés de 19 ans et présentant des troubles de puberté. Le document 1, je suis là. Le document 1 présente des schémas d'interprétation d'observation microscopique testiculaire. Donc, on a pris les testicules, d'accord? Et puis, on a fait des observations. Basé chez un garçon pubère normal, ça, c'est présenté au niveau du document 1A. Et chez les deux garçons X et Y, ça, c'est le document 2B. Le document 2 représente les résultats du dosage de testostérone durant 24 heures chez le garçon pubère normal. Là, c'est la première question. La première question, on le rappelle, donc la A, B, C, D. Donc, la première question comporte toute sous-question. Au niveau de la question, on nous dit comparer l'aspect testiculaire observé chez les garçons X et Y à celui du garçon pubère normal. B. Faites une analyse comparée des résultats du dosage de testostérone. En vous basant sur vos réponses précédentes, établissez un lien entre la structure microscopique des testicules et la sécrétion de testostérone observée chez les garçons X et Y. D. Proposez trois causes possibles qui pourraient être à l'origine des troubles observés chez les garçons X et Y. Maintenant, ce qu'on va faire d'emblée, c'est on va essayer de répondre aux premières questions, d'accord? Et après, nous allons passer aux autres questions. Donc là, je mets exercice. C'est quoi comparer? Jeunes gens, c'est une question, c'est quoi comparer? Parce que si vous ne savez pas c'est quoi comparer, vous ne pourriez pas répondre à la question. C'est quoi comparer? Je dirais qu'est-ce qui les différencie? Pourriez-vous répéter votre réponse, s'il vous plaît? Bon, je dirais que qu'est-ce qui les différencie? Très bien. Qu'est-ce qui les différencie? C'est bien. Une autre personne, un autre intervenant? Les ressemblances et les dissemblances. Très bien. On va se rendre compte d'un genre que comparer. Moustapha Diallo, oui. Oui, Moustapha Diallo. Ok, mon micro avait parti, je voulais tester. Est-ce que vous m'entendez? Ah, d'accord. Maintenant, c'est bon. Maintenant, votre Oui, micro est revenu. C'est bon. oui. D'accord, super. Wonderful. Jeunes gens, comme vous l'avez si bien dit, d'accord, comparer, c'est tout simplement dire, mettre en évidence, mettre en exergue les ressemblances
et ou les différences. Maintenant, pourquoi j'ai dit et ou? Donc, dire les ressemblances et ou les différences. Maintenant, pourquoi j'ai dit et ou? Parce que des fois, il peut y arriver que vous ayez les deux. Dans ce cas-là, vous parlerez des ressemblances et également des différences. Mais des fois, vous n'avez que des différences. Dans ce cas-là, vous ne direz que les différences. Ou vous n'avez que des ressemblances. Dans ce cas, vous ne direz que les ressemblances. C'est la raison pour laquelle j'ai dit et ou les dissemblances ou les différences. Maintenant, c'est ça qu'on va essayer de faire. Et pour cela, je vais monter un peu, d'accord, pour que vous puissiez bien voir le document. Donc, on a dit comparer la structure. Donc là, c'est les garçons qui ont problème de puberté. Donc là, autant pour moi, les garçons qui ont problème de puberté. Donc là, c'est le document 1B. Et là, vous avez donc le garçon qui est normal. Maintenant, rappelons-nous, jeunes gens, quand on avait parlé du type séminifère antenne BDCQ, nous avions parlé de combien de types de cellules? 3. D'accord? Nous avions parlé des cellules de Leydig. Donc, nous allons voir les cellules de Leydig, comment elles sont. Comment elles sont, tant pour moi, au niveau du garçon normal, chez le garçon normal. Nous allons également voir les cellules de Sertoli, comment elles sont chez les deux garçons. Cellules de Sertoli. Nous allons également parler des cellules germinales. Et nous allons également les voir comment ces cellules sont chez les deux garçons. Mais non, l'aboutissement des cellules germinales, c'est les spermatozoïdes. Donc là, je mets ici document 2A, donc document 1A, excusez-moi, donc document 1A et document 1B. Jeunes gens, est-ce que vous voyez bien les cellules de Leydig chez le garçon normal? Vous les voyez? Vous voyez mon curseur? Oui, oui. Oui. Très bien. Donc là, on a donc les cellules. Je mets ça, voilà. Là, on a les cellules de Leydig qui sont là. Maintenant, comment sont ces cellules de Leydig? Comparé aux garçons ici, qui est aux garçons qui sont anormales. Comment sont ces cellules de Leydig? Est-ce qu'elles sont d'emblée de la même quantité? Ou est-ce que les cellules de Leydig sont plus nombreuses? Ici, au niveau du document 1A, ou bien au niveau du document 1B? Au niveau du Au document niveau du 1A, document 1. Très bien. Donc, quand on va comparer, on va dire en détail que les cellules de Leydig sont plus nombreuses. Ici, je mets ici, donc là, j'utilise une autre couleur, donc non plus nombreuses. D'accord? Et là, on va se rendre compte que presque on n'en a pas. D'accord? Donc, elles sont atrophiées. Parce que regardez les tailles. On va se rendre compte ici, les cellules de Leydig sont de grande taille, très développées, mais également sont de petite taille. Donc là, on mettra peu nombreuses, d'accord? Atrophiées. Donc, peu nombreuses. Mais mis à part cela également, jeunes gens, quand on regarde les cellules de Sertoli, maintenant je vous le montre. Là, c'est les cellules de Sertoli, vous le voyez. Au niveau donc de document 1A, chez le garçon normal. Maintenant, chez les garçons anormaux, on va se rendre compte que regardez les cellules de Sertoli. Comment sont les cellules de Sertoli? Est-ce qu'elles sont de même taille? On va se rendre compte ici que les cellules de Sertoli sont très développées, donc très développées, développées, de grande taille. Et là, on mettra atrophié. En d'autres termes, de petite taille. Donc là, je mets petite taille. Maintenant, quand on prend les cellules germinales, rappelez-vous, quand on avait parlé des cellules germinales, nous avions mis en évidence spermatogonie. C'est un, c'est deux spermatides et enfin spermatozoïdes. Jeunes gens de la terminale. Ici, quand on prend le garçon normal, on va se rendre compte qu'on a presque l'ensemble des cellules germinales. Là, vous avez les spermatogonies, les spermatocytes 1, les spermatocytes 2, les spermatides et enfin les spermatozoïdes. Est-ce que ici, vous avez ça? Est-ce que vous avez l'ensemble des cellules germinales qui sont présentes ici? Non. non. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on mettra? Donc cellules germinales, on mettra toutes les catégories. Donc toutes sont présentes. Toutes sont présentes. D'accord?
Ici, on va se rendre compte qu'il n'y a que quoi? Les spermatogonies. Parce que rappelez-vous, on avait dit que ce sont les spermatogonies qui sont au niveau de la paroi du tube séminifère. Donc, que les spermatogonies, que les gonies. Quand je dis que les gonies, ça dit que les spermatogonies. C'est bon. Au niveau des garçons qui sont anormaux, est-ce que vous avez la présence de spermatozoïdes? Non, il n'y en a pas. Très bien, donc on met ici absent. Absent. Ici, on va se rendre compte qu'il y en a. Donc, on met ici présent. Et donc, on a pu répondre à cette question, jeunes gens. Pourquoi? Parce qu'on a mis, d'accord, les ressemblances, mais également, surtout, on a mis en évidence donc toutes les différences qui existaient entre les deux. Maintenant, à part cela également, au niveau de 1B, on avait dit faites une analyse comparée des résultats du dosage de testostérone. Faites une analyse comparée des résultats du dosage de testostérone. C'est bon. Maintenant, ça, le document 2A met en évidence le taux de testostérone chez le garçon qui est normal et chez les garçons qui sont anormaux. Est-ce que, jeunes gens, vous avez la même fluctuation? Est-ce que vous avez la même variation? Il n'y a pas la même variation. Eh bien, il n'y a pas la même variation. Maintenant, on a demandé d'analyser. Maintenant, c'est quoi analyser? Que l'on voit. Eh bien, donc, on va dire ce que l'on voit. C'est bon, là. Et ici, qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, le fait, regardez, la variation. Si on regarde bien, donc là, c'est la quantité de testostérone en nanogrammes par décilitre en fonction du temps. On va se rendre compte ici que vous avez une sécrétion. Là, j'explique. Ça monte, ça descend, 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 ça monte, ça descend. Le fait que vous ayez une courbe, bien la quantité de testostérone en un certain moment qui monte, en un certain temps également qui baisse, en un autre moment qui monte, cela signifie que cette sécrétion, elle est pulsatile. Madame, ce n'est pas fait de manière continue. Day am, mu wàññeeku, mu amaat, mu wàññeeku. Donc ça, on parle de sécrétion pulsatile. C'est bon jusque-là. Donc je le mets ici. Sécrétion pulsatile. C'est bon. Maintenant, regardez bien, on va se rendre compte que la valeur presque la plus basse, c'est 300. Presque la valeur la plus élevée, on peut mettre son à 600. C'est bon jusque-là. Et donc, quand on va faire l'analyse, on va faire l'analyse des deux. Donc, qu'est-ce qu'on dira tout simplement? Que chez le garçon normal, donc B, donc nous constatons chez le garçon normal, nous constatons, nous constatons chez le garçon normal, nous constatons chez le garçon normal que la sécrétion, donc la sécrétion de testostérone, la sécrétion de testostérone se fait de manière pulsatile. De manière pulsatile. J'ai expliqué pourquoi j'ai dit pulsatile. Des fois, tantôt mouillé, tantôt moite. Tantôt ça augmente, tantôt ça baisse. De manière pulsatile. D'accord? Et, y compris, et, y compris, entre 300 et 600. 300 et 600 nanogrammes par décilitre. Donc, quand on dit nanogrammes par décilitre, donc là, c'est la concentration massique. D'accord. Cependant, on va se rendre compte que chez les garçons X et Y, comment est la sécrétion de testostérone est quasiment très, très faible. D'accord? Donc, chez les garçons, chez les garçons, X et Y, la sécrétion est faible. On peut mettre environ 50 nanogrammes par décilitre. C'est bon. Donc là, c'était l'analyse. Et maintenant, on nous dit après, au niveau du C, en vous basant sur vos réponses précédentes, 1A et 1B, établissez un lien entre la structure microscopique des testicules et la sécrétion de testostérone observée chez les garçons X et Y. La question que j'aimerais bien vous demander, cette sécrétion de testostérone qui est là, qu'est-ce qui permet, quelles sont les cellules qui permettent de pouvoir sécréter la testostérone? Les cellules de Jeunes gens de Leydig. Très bien. Maintenant, quand on regarde maintenant chez les garçons qui sont anormaux, vous m'avez dit tantôt que les cellules de Leydig non seulement étaient moins nombreuses, mais également il était moins atrophiées. Dans ce cas-là, est-ce que la production de testostérone serait-elle élevée? Oui ou non?
Non. Très bien. Et donc, le lien qu'on mettra par rapport à la structure du testicule, mais également la production de testostérone, c'est le fait qu'il y ait moins de cellules de Leydig. C'est la raison qu'on ait moins de production de testostérone. C'est bon. Et donc, un C, établissons un lien. Donc, établissons un lien entre la structure microscopique et la sécrétion, entre structure microscopique et sécrétion de testostérone. Donc, je le mets ici. Donc, nous dirons tout simplement que la présence de peu de cellules de Leydig induit à une faible sécrétion. Induit, c'est entraîne, génère, c'est la même chose. Induit à une faible sécrétion de testostérone. C'est bon? Des questions relatives par rapport à ça? Très bien. Maintenant, on va maintenant pour la question D. Donc là, j'ai mes questions D. Je prends la clé pour mettre des questions afin que vous ne puissiez pas vous perdre. Donc, proposons trois causes possibles qui pourraient être à l'origine des troubles observés chez les garçons X et Y. Donc, proposons trois hypothèses. Trois causes. Donc, proposons trois causes de l'origine des troubles chez X et Y. Maintenant, jeunes gens, quand on avait fait la régulation chez l'homme, nous avions chez X et Y, excusez-moi ici, quand nous avions fait donc la régulation chez l'homme, on avait mis en évidence des structures participant à cette synthèse, en d'autres termes, à la fabrication de la testostérone, d'accord? En d'autres termes, tout simplement aux fonctions endocrines et exocrines du testicule. Nous avions parlé de l'hypothalamus, si vous vous souvenez bien. Nous avions parlé également de l'hypophyse, jeunes gens de la terminale, parce que l'hypothalamus, c'est ça qui sécrétait la GnRH qui agissait au niveau de l'hypophyse. Et l'hypophyse également sécrétait des hormones FSH et LH. Mais également, nous avions parlé des gonades. En d'autres termes, nous avons parlé même du testicule. C'est bon là, parce que les testicules également comportaient les cellules. Je vous pose une question. Et là, vous écoutez. Si on avait un dysfonctionnement, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement de l'hypothalamus, selon vous, est-ce que les fonctions exocrines et endocrines se dérouleraient normalement? Jeunes gens de la terminale. Si on avait un dysfonctionnement, oui, Ibrahim Diakhompa, Non. très bien. Même chose également. Au niveau de l'hypophyse, au niveau du testicule, si on avait un dysfonctionnement, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement de l'hypophyse et des testicules, selon vous, est-ce que les fonctions endocrines et exocrines pourraient se dérouler normalement? Oui ou non également? Oui. Si on avait un mauvais fonctionnement de l'hypothalamus, de l'hypophyse ou bien des testicules, est-ce que les fonctions endocrines ou exocrines du testicule pourraient-elles se dérouler normalement? Je ne crois pas. Non. Très bien. Et donc, si on proposait des causes à l'origine des troubles X et Y, nous, on dirait tout simplement, certainement, peut-être qu'il y aurait, donc là, c'est le conditionnel, qu'il y aurait une anomalie au niveau de l'hypothalamus, ou bien une anomalie au niveau de l'hypophyse, ou encore une anomalie au niveau donc des testicules. D'accord? Et donc, là, je le mets. Donc là, je le mets ici. Donc, je dis cause 1, donc cause possible, donc cause possible. Dysfonctionnement, dysfonctionnement, dysfonctionnement au niveau de l'hypothalamus. Pourquoi? Parce que l'hypothalamus va générer de la GnRH. Et donc, si l'hypothalamus ne fonctionne pas normalement, les autres également auraient un problème. D'accord?
Dysfonctionnement également au niveau de l'hypophyse. Pourquoi? Parce que si l'antihypophyse également ne sécrète pas des quantités suffisantes de FSH et DLH, cela pourrait également entraîner les anomalies observées. Ou bien encore dysfonctionnement au niveau de la structure du testicule. Peut-être ce sont des cellules qui ne sont pas matures, d'accord? Donc dysfonctionnement testiculaire. Et donc voici les trois causes possibles que nous pouvons proposer qui pourraient sous-tendre et qui pourraient expliquer les observations dont on avait fait. C'est bon. Maintenant, après, on nous dit, on va revenir maintenant pour la question 2. Pour la question 1, là, c'est déjà répondu. Maintenant, pour la question 2, on nous dit le document 3 représente les résultats du dosage de LH et de FSH observés chez le garçon normal et chez les garçons X et Y. Et donc, voyez, donc là, on est en train de voir les hypothèses dont on a formulées. Quelles sont les hypothèses qu'on va confirmer, en d'autres termes qu'on va valider, et les hypothèses qu'on va infirmer. Et là également, on nous dit que le document 4 représente les résultats de deux tests de stimulation réalisés chez les garçons X et Y cette fois-ci. On nous dit 2. Donc là, c'est la question. Exploiter les résultats fournis par les documents 3 et 4 et vos connaissances en vue d'expliquer les tests 1 et 2. Mis à part cela également, on nous dit en B de préciser parmi les causes proposées dans la réponse 1D celles qui sont, très bien, c'est ça que je disais tout à l'heure, celles qui sont à retenir. Et donc, celles qui ne sont pas à retenir, donc là, vous pouvez donc les évincer, en d'autres termes, les éliminer. Donc, on met ici 2. Exploitons. Donc, exploitons les résultats en vue d'expliquer les tests, les résultats. Si quelqu'un d'entre vous devait essayer d'expliquer les tests, qu'est-ce que vous diriez? Je vous donne donc l'occasion d'emblée de, voilà, de dire ce que vous pensez. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de vérité première, il n'y a que des erreurs rectifiées. Allons-y. Quand on regarde LH chez le garçon normal, d'accord? LH, FSH autant pour moi également chez le garçon normal. Et maintenant, regardez chez les garçons X et Y. Ici, on peut dire Oui, on peut dire, je vous écoute, oui. la production de LH stimule les cellules de Leydig pour la production du testostérone. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que le document 3 d'abord nous montre? Si vous regardez bien, qu'est-ce que le document 3 vous montre? Regardez la concentration de LH chez le garçon normal, chez le garçon pubère normal et chez les garçons X et Y. Est-ce qu'elles ont les mêmes concentrations? Est-ce que les valeurs Non, sont Non, identiques? On va se rendre non. compte que quand on prend le garçon normal, ça varie de 2 à 10. Regardez les garçons X et Y, ça varie de combien à combien? de 0,5 à 0,9. Donc là, c'est très, très petit ou bien très, très grand. Monsieur, Très, ici, on a très petit. une Très hypothèse. bien. On s'organise. Maintenant, si vous pouvez lever la main directement, puis au moment Khadim Diagne, allez-y. Puis, allez-y au moment Khadim Diagne, on vous écoute. Vous avez désactivé votre micro, pouvez-vous allumer votre micro à nouveau? Voilà, allez-y maintenant. Euh, on voit que pour la concentration de LH, Très bien, euh, pour le garçon pubère normal, est largement très bien, supérieure à celle des garçons X et Y. très bien. Même chose également pour les FSH. On est d'accord. Oui. Très bien. Maintenant, nous allons passer au niveau du document 4. Parce qu'on a dit, on doit exploiter. Donc, exploiter, on va faire presque l'analyse. C'est bon jusque-là. Maintenant, quand on fait les tests, au moment toujours, ce que vous constatez, test 1 et test 2. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Maintenant, au niveau des tests, c'est au niveau du document 4, qu'est-ce qu'on peut en tirer? D'abord, je mets ce que vous avez dit, hein. Donc, exploitons les résultats. Donc là, je mets d'abord ce que vous avez dit, en attendant. D'accord? Donc, nous constatons que la concentration de LH et de FSH, donc là, je mets les concentrations de FSH et de LH, sont
très faible chez les garçons X et Y, X et Y, que chez le garçon normal. Donc là, c'est la première exploitation. Maintenant, nous en sommes à la deuxième exploitation. Et là, on a donné le document 4. Le document 4, on a fait des tests de stimulation et on a obtenu des résultats. Et maintenant, vous, qu'est-ce que vous constatez? Oui, je vous écoute maintenant. Jeunes gens de la terminale, je vous écoute. D'accord, donc on continue. Maintenant, regardez bien. Quand on regarde bien le document 4, on nous dit, représente l'histoire de deux tests de simulation réalisés chez les garçons X et Y. On a fait une injection de HCG dont l'action, on a dit analogue, c'est-à-dire c'est la même action, même chose. Mais analogue à celle de la LH, c'est-à-dire donc de la manière dont agit la LH, c'est de cette même manière que également agirait donc la HCG. C'est bon jusque-là. On a fait ça aux deux garçons X et Y. On se rend compte que lorsqu'on fait l'injection de HCG chez les deux garçons, que maintenant vous avez maintenant une correction des tubes de sécrétion de testostérone. Donc cela signifie quoi? Vous avez un rétablissement donc de la production de testostérone. C'est bon. Cependant, on le dit, il n'y a aucune modification de l'aspect de la paroi du tube séminifère des deux garçons. Et donc, c'est donc il n'y a aucun impact donc, sur la spermatogenèse. C'est bon, entre guillemets. Mais on nous dit ici, au niveau du test 2, l'injection d'un mélange de HCG et de FSH cette fois-ci, chez les garçons X et Y, d'emblée, ça permet de rétablir la sécrétion de testostérone. Donc là, ce n'est pas nouveau parce que nous savons bien déjà que l'action de HCG étant analogue à l'action de la LH, donc vous allez avoir rétablissement donc, de la sécrétion de testostérone. Pourquoi? Parce que c'est là qui va activer en réalité donc les cellules de Leydig qui vont permettre la production de testostérone. Donc là, je suis en train d'utiliser les connaissances. Cependant, on va se rendre compte que quand on a adjoint, quand on a ajouté la FSH, on s'est rendu compte que maintenant l'aspect testiculaire des deux garçons devient analogue à celui du garçon normal. Donc, maintenant, vous avez maintenant cet aspect testiculaire. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Donc, d'abord, je viens donc l'exploitation du document 2. Donc, nous constatons, bien, nous remarquons, pour ne pas, pour éviter les répétitions, nous remarquons que l'injection, de HCG rétablit la production de testostérone chez les garçons XY. En outre, les injections de FSH corrigent, bien assurent, corrigent l'aspect testiculaire. Maintenant, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Et donc là, on nous met en évidence directement les rôles. Qu'est-ce que la FSH permettrait? Qu'est-ce que également la LH permettrait? La LH, à travers ça, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? Dans la mesure, quand on a injecté de la LH, on s'est rendu compte qu'on a eu rétablissement de la production de testostérone. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Donc, qu'est-ce qui stimule en réalité donc, cette production de testostérone? C'est tout simplement la LH. Maintenant, quand on a mis également de la FSH, on s'est rendu compte en réalité que vous avez eu rétablissement de l'aspect testiculaire. En d'autres termes, donc, les cellules de Sertoli maintenant sont normales, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on peut dire en réalité, donc on en déduit, donc la LH, Stimule la cellule de... très bien, donc la LH stimule, permet la stimulation, stimule les cellules interstitielles, encore appelées cellules de Leydig, pour permettre quoi? Le développement et la sécrétion de testostérone. Très bien, donc là, elle stimule les cellules interstitielles qui permettraient la production de testostérone, très bien.
Mis à part cela également, donc qu'est-ce que la FSH permettrait? Euh, Et rappelez-vous, on avait dit que la FSH agissait sur un type de cellule particulier. C'était quel type de cellule? cellule De Sertoli. Cell- Très Sertoli. bien, très bien, cellule de Sertoli. Donc nous mettrons tout simplement donc la FSH active, active les cellules de Sertoli, d'accord, qui indirectement également vont permettre quoi? Euh, Qui, qui active spermatozoïde. aussi la spermatogenèse. très bien, qui active la spermatogenèse, qui active la spermatogenèse. C'est bon? Maintenant, donc là, nous avons répondu à la question numéro, donc là, à la question numéro 2A. Maintenant, on nous dit B, de préciser parmi les causes proposées dans la réponse 1D, celles avec S ou au singulier, qui sont à retenir. Selon vous, entre les deux, quelles sont les hypothèses que l'on doit retenir? Donc là, je mets un B. Un B, je prends une autre couleur. Les hypothèses à retenir. Les jeunes gens, je vous écoute maintenant. Mhm. L'hypophyse. L'hypophyse. L'hypophyse, c'est-à-dire? Donc tout à l'heure, quand vous regardez bien, on s'est rendu compte que quand on fait l'injection donc de ACG qui est analogue à LH, on va se rendre compte dans ce cas-là, vous avez le rétablissement de la production de testostérone. Mis à part cela également, donc cela suppose que les cellules se trouvent au niveau des testicules n'ont pas de problème. Parce que automatiquement, quand nous avons fait donc, du ACG, on s'est rendu compte qu'il y a une production de testostérone. Donc cela signifie que les cellules de Leydig étant au niveau des testicules sont normales. Mis à part cela également, quand on a injecté de la FSH, on s'est rendu compte également que vous avez un rétablissement de l'aspect testiculaire. Donc cela suppose également que les cellules de Sertoli étant au niveau des testicules également sont normaux. Et donc cela permet de faire quoi? D'éliminer l'hypothèse disant, ou bien l'hypothèse selon laquelle il y aurait un problème au niveau des testicules. Donc, si on élimine l'hypothèse qu'il y aurait un problème au niveau des testicules, donc ne subsiste que maintenant donc l'hypothèse qu'il y a un problème au niveau de l'hypothalamus ou bien au niveau donc de l'hypophyse. Est-ce que vous avez bien compris? Oui, Très Oui. bien. Donc, on mettra tout simplement donc les causes à retenir, entre parenthèses donc les hypothèses, qu'il existerait un problème. Donc, directement, on n'a plus de temps. Donc là, je mets cause 1. Donc, cause au niveau de l'hypothalamus. Ensuite, au niveau de l'hypophyse. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les testicules n'avaient pas de problème. Donc là, c'était la question 2. Maintenant, on nous dit maintenant le document 5. On termine avec le document 5. À partir de la document 5 représente le résultat des tests réalisés chez le garçon normal, chez les garçons X et Y. À partir de l'analyse comparée des résultats du dosage de GNRH chez le garçon normal, test 3, et chez le garçon pubère X, et des données du document 2B expliquer le résultat du dosage de GNRH obtenu chez le garçon X. Maintenant, on peut descendre au niveau donc, du document 5 pour qu'on puisse faire maintenant la comparaison. Donc, ici, au niveau du test 3, on nous dit dosage de GNRH chez le garçon normal. Vous voyez? Là maintenant, dosage de GNRH chez le garçon X. Est-ce que vous avez la même fluctuation? Non. Très bien. Comment est la fluctuation au niveau du garçon X? Est-ce que c'est élevé? En d'autres termes, est-ce qu'on a une hypersécrétion de GNRH ou bien on a une faible sécrétion de GNRH? Une hypersécrétion. Très bien. Et donc ici, d'emblée, on va mettre d'abord le constat. Donc là, je mets petit 2. Maintenant, qu'est-ce qui serait selon vous
à l'origine qu'il y ait une hypersécrétion de GNRH au niveau du garçon X. Absence de rétrocontrôle. Très bien. En réalité, on va se rendre compte. Donc, d'abord, nous allons faire étape par étape. Donc là, je mets petit 3. Donc, petit 3. Donc, nous constatons que la sécrétion de GNRH, nous constatons que la sécrétion de GNRH est plus importante chez le garçon X que chez le garçon normal. Maintenant, pourquoi? Très bien, je vais descendre un peu. Jeunes gens, on s'est rendu compte que tantôt, il y a une de vos camarades qui a répondu en parlant de rétrocontrôle. Vous pouvez être plus précis? Je vous écoute. Allez-y. La personne qui a parlé de rétrocontrôle. Qu'est-ce que vous entendez par rétrocontrôle? Euh, Mhm. C'est bon, on continue. Très bien. Maintenant, toujours chez le garçon X, d'accord? On s'est rendu compte en réalité que vous avez une hypersécrétion de GNRH. Cependant, quand on monte un peu et qu'on regarde la quantité de testostérone, on s'était rendu compte que comment était le taux de testostérone dans le sang? Faible. Faible. Était faible, très bien. Jeunes gens, rappelez-vous, quand nous avions parlé maintenant de la régulation de la fonction chez l'homme, nous avons parlé de l'hypothalamus. Nous avons parlé également donc de l'hypophyse, d'accord? Également des testicules. Donc là, je mets tout simplement la cellule de Leydig. Pourquoi? Parce que je parle de la régulation de la testostérone. On avait dit que si on a trop de testostérone, donc cela va agir au niveau donc, de l'hypophyse, de l'hypothalamus, pour diminuer la quantité de GNRH afin que l'hypophyse puisse sécréter une quantité faible de LH. C'est bon. Maintenant, cependant, la question qu'on doit se poser, s'il n'y a pas assez de testostérone, c'est bon. Qu'est-ce qui aura lieu? Maintenant, souvent, les gens de la terminale, les jeunes gens de la terminale, me disent qu'il y a un rétrocontrôle positif. Je dis il faut, parce qu'au tout début de la leçon, je vous ai dit que toujours il y a un rétrocontrôle et ce rétrocontrôle, c'est un rétrocontrôle négatif. En d'autres termes, toujours, vous avez la testostérone qui agit pour diminuer davantage l'action de l'hypothalamus. Et maintenant, s'il n'y a pas beaucoup de testostérone, cette action permanente qu'exerçait la testostérone sur l'hypophyse, sur l'hypothalamus, autant pour moi, on va se rendre compte que cette action permanente va diminuer. Et maintenant, c'est cette diminution qui va entraîner à ce que donc l'hypothalamus puisse sécréter une grande quantité de GNRH. En d'autres termes, il y a toujours inhibition, mais l'inhibition, en réalité, on l'a amoindrie, c'est-à-dire on l'a diminuée. Le fait qu'on amoindrisse, le fait que l'on diminue l'action de la testostérone sur l'hypothalamus, c'est ça qui est à l'origine donc d'une forte sécrétion de GNRH. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est bon? Oui. Très bien. Donc ici, tout simplement, on dira, donc mis à part cela, donc là je mets, donc ça c'est l'explication. Donc explication, donc on va se rendre compte. La faible production de testostérone notée chez X la faible production de testostérone notée chez X, d'accord, induit ou entraîne à une levée d'inhibition, c'est-à-dire on lève, on amoindrit, on diminue l'action qu'avait la testostérone sur l'hypothalamus, donc induit à une levée
d'inhibition sur l'hypo, sur le complexe hypothalamique hypophysaire, bien sur l'hypothalamus tout simplement, donc sur l'hypothalamus, ce qui est à l'origine ce qui est à l'origine de la forte sécrétion de GNRH. Et donc là, on a expliqué le pourquoi chez l'individu X, vous avez une grande sécrétion de GNRH. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un faible taux de testostérone. Et donc, l'inhibition permanente, la rétroaction permanente qu'exerçait la testostérone, maintenant va diminuer. C'est pour ça que j'ai parlé de levée d'inhibition. Et cette levée d'inhibition entraîne parce que l'hypothalamus sécrète de grandes quantités de GNRH. Donc là, c'était la question, la question 2. La question 3, autant pour moi. Maintenant, pour la question 4. Donc là, c'est la question 3. On dit d'après les informations précédentes, préciser la cause des troubles observés chez le garçon X. Et maintenant, si on doit préciser maintenant donc la cause chez le garçon X, qu'est-ce qu'on dira? Donc, le garçon X produit de grandes quantités de GNRH. Cependant, on se rend compte que toujours son taux de testostérone est faible. Donc, est-ce que le problème, c'est par rapport à l'hypothalamus? À l'hypophyse. Très bien, tout simplement. Donc, on dira donc en 4. Donc, d'après les informations, la cause du trouble observé chez X, la cause des troubles observés chez X, est d'origine hypophysaire. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte que l'hypothalamus sécrète de grandes quantités de GNRH. Cependant, toujours, vous avez une faible quantité de testostérone. Pourquoi? Parce que l'hypophyse ne fait pas son rôle normalement. Donc, est d'origine hypophysaire. Tout simplement. C'est bon? Et maintenant, en 5, on nous dit, en vous basant sur les résultats du test 6, établissez la relation fonctionnelle entre hypothalamus et hypophyse. Donc, avant ça, 5. Analysez le résultat du test 5 en vue de préciser la cause des troubles observés chez le garçon Y. Maintenant, selon vous également, quand on regarde le garçon Y, on va regarder maintenant le garçon Y. Très bien. Chez le garçon Y, regardez maintenant son GNRH. Est-ce que son GNRH est par rapport comparé à l'individu qui est normal? Comment est son GNRH? est très faible Eh et bien, on va se confond. rendre compte qu'il est très faible. C'est bon, Mm. cela. Ça passe là également, on nous dit injection de GNRH chez le garçon Y, suivi de dosage de LH, correction des troubles de sécrétion de LH et de FSH. Donc, si on met du GNRH, on va se rendre compte qu'on a une sécrétion normale de FSH et de LH. Donc, chez le garçon Y, est-ce que dans ce cas-là, ce garçon Y présente des troubles de l'hypophyse? Oui ou non? On va se rendre compte qu'il ne présente pas de troubles de l'hypophyse. Pourquoi? Parce que s'il présentait des troubles de l'hypophyse, malgré que l'on mette du GNRH sur l'hypophyse, il n'y aurait pas sécrétion de LH et de FSH. D'accord? Maintenant, dans la mesure où il y a une sécrétion de FSH et de LH normales, quand on met du GNRH, c'est parce qu'en réalité, donc, l'hypothalamus ne sécrète pas ce GNRH. Donc, le garçon Y, la cause des troubles observés sera d'origine quoi? Dysfonctionnement de l'hypophyse. Hypophyse. Très bien. Et Dysfonctionnement de l'hypothalamus. l'hypothalamus. Très bien. Donc, dysfonctionnement de l'hypothalamus. Donc, 5. Donc, on mettra tout simplement le garçon Y souffre d'un dysfonctionnement de l'hypothalamus. Pourquoi? Parce que s'il sécrétait une quantité suffisante de GNRH, on se rendrait compte en réalité que cela permettrait cela. Maintenant, vous mettez, maintenant pour la dernière question, on nous dit, à la suite, on nous dit maintenant 7, donc 6 d'abord, 6 d'abord, en vous basant sur les résultats du test 6,
établisser la relation fonctionnelle entre hypothalamus et hypophyse. Donc, qu'est-ce qu'on mettrait? Et en intégrant vos réponses aux Ici, questions présentes. Oui, oui, allez-y, oui. Oui, euh, allez-y. on peut dire suite à l'injection du testostérone. Oui, Euh, dans nos réponses annexes, nous pouvons hmm, remarquer que l'hypothalamus agit par la gène RH sur très bien, l'hypophyse très non, bien, et stimule la sécrétion de FSH et de LH. très bien, tout simplement. Donc, nous dirons en réalité que donc l'hypothalamus, d'accord? Donc, en sécrétant de la GNRH, en produisant de la GNRH, cela va permettre la libération donc de la FSH et de la LH. Et maintenant, ces sécrétions de FSH et de LH permettent de rétablir les fonctions normales du testicule. C'est bon jusque-là. Donc, nous mettrons donc tout simplement, donc là, je mets 6, d'accord? Donc, l'hypothalamus, donc, permet la production de GNRH qui va agir donc sur l'hypophyse. Et cette hypophyse va permettre la libération de la FSH et de la LH qui permettrait de pouvoir rétablir normalement les fonctions testiculaires. C'est la raison pour laquelle même au niveau donc du 7, on vous demande maintenant de mettre un schéma. En intégrant vos réponses aux questions précédentes et à l'aide de vos connaissances, on met un schéma. D'accord? Et donc, là, on l'avait mis tout à l'heure. Donc là, c'est l'hypothalamus. Et maintenant, cet hypothalamus jeune, on va se rendre compte que c'est ça qui agit au niveau de l'hypophyse. Grâce à quoi? ZNRH. Très bien, grâce à la GNRH. Et maintenant, cette hypophyse va permettre la libération de la FSH, mais également de la LH. Et maintenant, nous allons nous rendre compte en dit que cette LH, on l'avait écrit tantôt, va agir sur les testicules, plus précisément sur les cellules de Leydig. En agissant sur les cellules de Leydig, cela va permettre quoi? La libération de quoi? De la testostérone. Et maintenant, cette testostérone, nous avions dit que cela permettait l'apparition d'emblée des caractères sexuels C'est secondaires. secondaire. Très bien. Et mis à part, Spermatozoïde. et mis à part cela également, ça va agir la FSH au niveau donc des cellules de Sertoli. D'accord? Et maintenant, ces cellules de Sertoli, rappelez-vous, qu'est-ce qu'ils vont permettre? Ils vont permettre la libération d'ABP. Et lorsque donc la testostérone agit avec l'ABP, c'est ça qui va activer la spermatogenèse. Spermatogenèse. On va se rendre compte que cette quantité de testostérone également exerce un feedback négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. D'accord? Et là, on parle de rétrocontrôle négatif. Et au niveau de l'homme, je l'ai dit, il y a toujours un rétrocontrôle négatif. Chez la femme, maintenant, nous verrons deux rétrocontrôles positifs et négatifs en fonction de la quantité d'œstrogène. Maintenant, la spermatogenèse également. S'il y a trop de FSH, cela va permettre de sécréter donc l'inhibine. Et l'inhibine également va agir pour réduire la quantité, là également c'est feedback négatif, pour réduire également la quantité de FSH qui est libérée. Et donc, voici de manière résumée donc l'exercice numéro 1. Maintenant, pour l'exercice numéro 2, d'accord, donc là, il est à peine 18 heures. Je mettrai donc la correction. Maintenant, si vous avez des questions relatives par rapport à ça, vous pouvez les noter. Au prochain cours, avant qu'on ne démarre, je réponds à l'ensemble de vos questions, puis on passe à la leçon suivante. Des questions relatives par rapport à ce dont on a fait? Monsieur, Oui, ici, au lieu de préciser Sertoli, on peut directement mettre tube séminifère. exactement, parce que c'est au niveau des tubes séminifères également que se trouvent les cellules de Sertoli. Si vous mettez ça également, c'est bon, c'est accepté. D'accord, merci. D'accord. À part ça également, si vous avez des questions. D'autres questions? D'accord. Maintenant, je mettrai donc l'autre exercice. Après, si vous avez des questions au prochain cours, posez-les-moi. Après, je vous répondrai avant qu'on entame donc la leçon prochaine. C'est bon, jeunes gens de la terminale? Oui. Très bien. Donc, je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et bon dogu.